Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Toujours Institut des Libertés. Toujours Institut des Libertés, ça bouge pas. Toujours délit d'opinion, ça bouge pas non plus. On va pas devenir de gauche ni macroniste, ça c'est... Ça paraît mal parti. De gauche, on sait jamais, mais macroniste, ça paraît peu probable. Oui, les deux sont assez peu probables. En tout cas, je voulais commencer cette émission en parlant d'un truc que vous aimez bien, c'est la Suisse. Oui. Puisque les Suisses, dans leur démocratie donc très directe, ont dû voter dimanche dernier. Ils ont dû voter sur 3 trucs. Alors, ils devaient voter sur une loi sur le climat, alors ça s'appelle le Climate Protection Act en anglais. Bon, c'est quand même moins ambitieux que ce que ça a l'air d'être. En gros, c'est essentiellement pour remplacer en fait les systèmes de chauffage des Suisses. Donc, en gros, est-ce que vous voulez que le gouvernement subventionne environ 2 milliards le remplacement justement des systèmes de chauffage des Suisses pour avoir des trucs qui polluent moins que ce qu'ils avaient auparavant. Les Suisses ont voté pour ça. Ensuite, il y avait c'était sur la taxe minimale de l'OCDE à 15% sur les entreprises. Et le troisième truc, c'était l'extension de la loi Covid. Donc, en fait, c'était la possibilité d'avoir un certificat Covid pour voyager à l'étranger. C'est pas pour à l'intérieur du territoire. Donc, bref, c'est tout ce qu'on aime pas trop en règle générale. Mais les Suisses, ils ont voté pour les 3. Donc, 59% de oui sur le truc de remplacement des systèmes de chauffage, en gros. 79% de oui sur la taxe minimale de l'OCDE, donc ça c'est assez énorme quand même, et 62% de oui sur la loi Covid. Donc je me dis, qu'est-ce qui arrive aux Suisses? Est-ce que les Suisses votent mal? De toute façon, encore une fois, la démocratie directe, ça ne veut pas dire que le peuple vote toujours bien. Oui, bien sûr. Ce serait trop facile. Ça veut dire simplement qu'il peut changer d'avis. Et donc, ils ont peut-être voté de façon qui nous plaît moyennement, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque aussi bien d'ici 2 ans, 3 ans, ou je sais pas quoi, il y aura une autre initiative qui sera proposée d'abolir ces textes, et puis ils disparaîtront, quoi. Voilà ce que je veux dire. Donc si, c'est ça qu'il y a de bien dans la démocratie directe, c'est que si vous êtes, vous, un homme politique engagé sur il faut nationaliser les banques, vous êtes un petit peu embêté quand elles font faillite, et vous voulez dire, non, on va pas changer la vie, on va pas refaire des banques privées. Quelque part, le peuple, il s'en fout parce que personne ne se souvient de la façon dont vous avez voté il y a 5 ans. Et si vous avez mal voté, vous changez d'opinion. Donc, ce que disait Milton Friedman, encore lui, c'est que les politiciens, on ne peut pas les changer. Mais par contre, on peut changer les politiciens, c'est-à-dire qu'on peut les virer. Une fois qu'ils sont engagés sur une bêtise, ils continueront sur leur bêtise jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi, parce que c'est leur honneur qui est engagé ou j'en sais rien. Sûr, ouais. Donc, vous pouvez pas changer un politicien, mais vous pouvez changer 2 politiciens. Et au moins, c'est ce qui se passe. Bon, comme vous êtes dans l'isoloir, vous avez voté comme un âne il y a 5 ans, mais vous changerez, c'est pas grave, ça. Oui, et d'ailleurs justement la présence énorme du peuple dans le processus de prise de décision en Suisse, ça fait que les politiciens, non seulement ils peuvent changer, mais en plus on les connaît même pas. Oui, donc ce qu'ils disent n'a pas beaucoup d'importance. Ouais, c'est ça. C'est très difficile pour un étranger d'identifier quelques figures politiques suisses. Ils tournent tous les ans, je crois, ils sont à la tête, ils restent à la tête. Moi, ce que j'aimais bien, c'était le système à Venise où il y avait 2 ou 3 doges. Ouais. Qui avait des pouvoirs, et puis il y en avait un jour qui avait essayé de faire un coup d'État. La République de Venise s'en est rendu compte, donc il est sorti du bureau à midi, il y avait l'échafaud devant la porte et on lui a coupé la tête. D'accord, efficace. Efficace. Non, le type, il avait voulu faire un coup d'État pour garder le pouvoir, clac. Mais ça a marché pendant 1000 ans, Venise, donc c'est pas... Un système où pouvoir partagé, où il y a des contre-pouvoirs dans tous les sens, c'est pas si mal que ça. Oui, bien sûr. C'est ce qui a quand même beaucoup plus d'équilibre et en plus ce qui est beaucoup plus compatible, je pense aussi avec une société moderne. Déjà, on peut avoir la démocratie sur la société moderne, mais je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus nécessaire avec justement l'accès à l'information, etc. C'est quand même mieux d'avoir une démocratie. Et en plus de ça, même si ces législations, nous on n'est pas forcément d'accord avec, d'une part ça n'a pas tout à fait la même saveur quand c'est pris par le peuple versus quand c'est pris par des technocrates et quand il n'y a pas une déconnectés. Administration pour le mettre en forme. C'est-à-dire, le problème, c'est que nous, si on avait voté un truc comme ça, il y aurait immédiatement des administrations qui s'est créées. Là, quelque part, c'est le peuple qui se l'impose à lui-même. Donc, il y aura un certificat pour le Covid pour voyager. Il y aura, ça sera fait par la mairie, j'imagine. Oui.
Et puis ça, par exemple, sur le certificat Covid, c'est typiquement le genre de truc, à mon avis, sur lequel ils voteront d'ici très peu de temps et qui dégageront peut-être d'ici 2 ans, quoi. Ou alors ils en parleront plus, puis on le fera plus. Oui, c'est possible. Il y a des lois qui peuvent tomber c'est vrai, dans un oubli profond et puis plus personne ne les fait respecter. C'est vrai, c'est très possible. Donc oui, il y a d'une part, ça n'a pas la même saveur quand c'est fait par le peuple. Je crois qu'aux États-Unis, il y avait une loi qui avait été votée par un État, je ne sais plus si c'était l'Alabama ou je ne sais pas quoi, où la seule position permise dans les rapports sexuels, c'était la position du missionnaire. Bon, si vous voulez, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui la respectent dans l'Alabama, ni même, je vois pas très bien comment on la fait respecter. Donc, oui, c'est vrai. Il y a des lois qui existent, mais parfois, bon, elles passent à la trappe et plus personne n'en parle, quoi. Ouais. Même, alors ça a été abrogé justement, mais il y a quelques années en France, il y avait l'interdiction pour les femmes de porter un pantalon. Oui. Donc évidemment, je sais pas exactement quand c'est tombé en désuétude, mais c'est tombé en désuétude avant d'avoir été abrogé, quoi. C'était jamais, évidemment, c'était jamais appliqué. Donc ensuite, je voudrais parler un petit peu des États-Unis. On commence à avoir quelques sondages qui sortent sur l'élection américaine. Et alors, contrairement à ce que je pouvais penser potentiellement, Trump est un peu mieux parti, même pour le grand public américain, que Ron DeSantis. Donc d'ailleurs, il le distance légèrement depuis quelques semaines dans la course à la primaire. Légèrement, c'est plutôt du style 60-30, donc c'est pas léger. Moi, j'ai vu plus quelque chose de l'ordre du 55-25, quelque chose comme ça. Enfin, lui, mais c'est-à-dire, il le devançait déjà il y a quelques semaines et il creuse légèrement l'écart encore. Faut dire qu'on l'embête tellement, le pauvre, que tous ceux qui ont une espèce de sympathie pour les gars sur lesquels tout le monde tape, ils se disent je vais voter Trump, parce que s'il y a tous ces gens que je déteste, qu'ils détestent à ce point-là, c'est qu'il doit faire quelque chose de bien, quoi. Je sais pas quoi, mais il doit être bien, ce type. Oui, c'est sûr, surtout dans l'électorat républicain, c'est vraiment ce qui leur correspond. Plus on leur tape dessus, plus justement ils en font une sorte de martyr et donc justement de personnes à mettre en avant. Et donc au niveau national, les sondages donnent Trump plutôt à égalité avec Biden, voire lui donne parfois un léger avantage de 1 ou 2 points. Bon, évidemment, avec le système de calcul des votes, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Peut-être que ça n'apporte pas grand-chose. On ne sait pas non plus s'il y aura Kennedy qui restera ou pas. Oui. Parce que si Kennedy reste, Biden, il est mort. Ouais. S'il y a 3 candidats, là, c'est la mort du... Et puis en plus, on ne sait pas non plus la campagne que va faire Kennedy et est-ce qu'il ne sera pas nommé par les primaires. Ouais, peut-être. Parce qu'il peut tout à fait passer dans les primaires, parce qu'il y a toute une série de gens. Donc, moi, j'enterrerai pas Kennedy dans le vote démocrate aussi vite que ça. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est assez important, surtout que les démocrates, en fait, l'électorat américain n'est pas spécialement... Biden n'est pas spécialement impopulaire, mais il est très très peu populaire aussi. C'est-à-dire qu'ils se disent... On commence à se poser beaucoup de questions sur lui quand même. Aussi bien sur le fait qu'il est gâteux. Là récemment, il a terminé un discours en disant « God save the Queen ». On se dit, le gamin, oui, en plus, non seulement dans un discours qui n'avait rien à voir. Qui n'avait rien à voir, et qui avait ni queue ni tête. Et il termine en disant « God save the Queen ». Le gars, il a besoin de prendre du repos. Hein. Oui, ça, généralement, c'est quand même le genre de phrase, on se moque de son oncle quand il dit God Save the Queen à la fin du repas de Noël, quand il est à 3 grammes, quoi, éventuellement. Là, c'est Joe Biden en discours officiel. Parce que la reine d'Angleterre vient foutre là, quoi. Ouais. Et donc, justement, j'ai vu un truc, bon, je sais pas à quel degré c'est vraiment intéressant, mais quand on demande à l'électeur moyen ce qu'il pense de chaque candidat, pour Biden, les mots qui reviennent le plus, c'est vieux, incompétent, sénile, dément, marionnette et corrompu. Donc vraiment c'est pas très positif. Cependant je trouve que c'est pas forcément plus positif pour Trump. Pour Trump, ce qui revient beaucoup, c'est criminel, menteur, dégoûtant, dangereux, fou, leader, patriote aussi et narcissique. C'est les premiers mots qui ressortent le plus. Donc je me pose la question, qu'est-ce que les Américains préféreraient entre un vieux incompétent marionnette corrompu et un criminel mythomane, quoi. Ce sera au peuple américain de décider, on verra bien. Hein. Ouais. Mais en principe, si vous voulez, quand on commence à dire qui va gagner une élection 18 mois avant, c'est rarement le candidat auquel on pense qu'il gagne, quoi. Non, mais bien sûr, faut toujours prendre ça avec d'énormes pincettes. En France, c'est jamais le gars auquel on pense qu'il gagne, quoi.
Oui, bon, sauf quand même les 2 dernières fois en général. Ça dépend à quel. On a viré Fillon en 5 minutes. Non, il y a sûr. toute une série de choses qui sont passées qui n'étaient pas bien nettes. Oui, c'est sûr. À 1 mois de l'élection, ça se voyait plus que c'était Macron qui allait gagner, mais c'est sûr que 6 mois avant, c'était pas du tout gagné. Au contraire, tout le monde voyait. Alors même avant les primaires des LR en 2016, tout le monde voyait même Juppé. Ouais. Et après les primaires, au final, c'était Fillon, donc tout le monde voyait Fillon, et après au final, c'était Macron, quoi. Donc il y a que vraiment finalement la dernière élection présidentielle où il n'y a pas eu beaucoup de surprises au final. Et d'ailleurs je me demande, parce que là il y a encore cette histoire d'affaire Hunter Biden qui ressort. Oh, moi c'est rien du tout ça, on est en train d'essayer la manœuvre est simple et toute d'exécution. On est en train de dire vous avez fait quelques petites saloperies et vous avez pas payé vos impôts et vous avez eu un pistolet dont vous n'avez pas le droit. Ouais. D'en avoir la possession, et ce qu'on dit, c'est qu'on va vous inculper pour ça. C'est une façon de ne pas l'inculper pour le reste. Bien sûr. Ouais. Donc, on dira aux gens, non, on peut plus parler d'Hunter Biden parce qu'il est sous inculpation, donc en ce moment, on peut rien dire. Donc, c'est un coup de contre-feu absolument extraordinaire, quoi. La question essentielle, c'est est-ce que Joe Biden a touché une partie des corruptions de son fils, c'est ça la question essentielle. Et à quel degré il a utilisé aussi son pouvoir en tant que vice-président américain pour le protéger. Personne, il y a eu des dizaines de millions de dollars qui ont été payés de l'Ukraine, de la Chine ou de la Roumanie aux fils et aux sociétés qu'il avait fait. On voit pas pourquoi ces pays paieraient tout ça à un gars comme Hunter Biden s'il s'appelait pas Biden et s'il n'était pas le fils de son père. Donc, mais pour l'instant, ce qui est très curieux, c'est que là, une fois de plus, le département de la justice poursuit avec beaucoup d'acharnement Trump, mais on réussit pas à avoir les documents même pour savoir si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire qu'on sait que le FBI a des tas de documents et le FBI refuse de les livrer, quoi. Donc on a vraiment l'impression d'une justice à 2 vitesses. D'un côté, il y a les gars qu'on a le droit qu'on doit inculper, sinon on se fait gronder. Et de l'autre côté, les gars qui ne peut rien arriver. Donc ça finit par agacer aussi. Ouais, et puis aussi, je pense que, parce que les républicains, justement, on parle beaucoup de ça, enfin, les militants, ils relaient beaucoup ces trucs-là. Le truc, c'est qu'avec Hunter Biden, il y a un peu de tout. Il y a des affaires de meurtre, il y a des affaires de corruption, il y a des affaires... Mais le truc, c'est que pour que ça ait, je pense, une influence sur l'opinion des Américains, il faut que ce soit lié directement avec son père. C'est-à-dire que c'est pas en disant, même des potentielles affaires de pédophilie ou de proxénétisme ou je sais pas quoi qui pourraient toucher Hunter Biden, si c'est que ça, je pense que de toute façon, les gens ne feront pas le lien avec son père. Non, on dira, il a eu un fruit pourri, bon, c'est pas de peau pour lui, ça nous arrive dans toutes les familles, donc on va pas faire une pendule. Oui. Mais à partir du moment où il n'est pas dans ces histoires de corruption, Joe, ce qui arrive à son fils, tout le monde s'en fout. Ouais. Mais la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir prouver que déjà, à peu près tout le monde de la famille Biden ont reçu de l'argent de ces sociétés bidons. Pour l'instant, on n'a pas réussi à prouver qu'il y avait une société Joe Biden où il aurait touché du fric, mais sans ça, ses filles, ses petits-enfants, le chauffeur de la maison, je sais pas quoi, ils ont tous touché du fric. Donc, il y a des présomptions, mais il n'y a pas encore de certitude. Si jamais il y a une certitude, ça sera autre chose. À ce moment-là, il sera impeach, où il devra démissionner. Ouais, effectivement, oui. Je vois pas trop d'autres issues. La France devient-elle poutinienne? C'est ce que... Non, je pose la question de manière un peu provocatrice parce que Richard Ferrand appelle à modifier la Constitution pour autoriser un 3e mandat présidentiel. Eh ben attendez une seconde, j'entends rien, mais Poutine là, il était parti pendant je sais pas combien 5 ans et c'était Medvedev qui était monté à la place et Poutine était devenu le Premier ministre, qui était assez malin. Donc je sais pas, il a qu'à nommer, on n'a qu'à demander à monsieur Richard Ferrand de se présenter et il prendra Macron comme Premier ministre. Il y a certains qui pensent que Macron voudrait faire ça avec Jean Castex. Le truc, c'est que je pense que c'est quand même compliqué de mettre Jean Castex à l'Élysée par le suffrage universel. S'il veut quelqu'un qui est compétent, qui est drôle, qui a de l'accent du sud-ouest et tout, il devrait mettre Jean Lassalle, ça serait plus drôle, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Ceci dit, il aurait du mal à imposer son truc à Jean Lassalle. Oui, je pense, ouais. Castex, c'est pas difficile. Non, Castex, non. Jean Lassalle, il a été berger, donc il sait comment parler aux veaux et aux moutons, mais Castex, il a été à l'ENA, alors c'est pas pareil. Ouais.
Ouais, c'est sûr, c'est pas la même chose. Mais je trouve ça intéressant quand même, déjà parce que, à mon avis, c'est une proposition complètement hors sol. C'est-à-dire que, quand même, pour modifier la Constitution, pour autoriser un troisième mandat présidentiel, il y a deux manières de le faire. La première, c'est le référendum. Qu'il fasse un référendum, ça. Qu'il fasse un référendum, ce serait très intéressant. S'il l'a pas, il fait comme De Gaulle, il s'en va. Oui, ça, à mon avis, c'est pour ça que on a peu de chances de voir venir ce référendum. Et la deuxième possibilité, c'est de réunir les deux chambres en Parlement. Il faut avoir à ce moment-là les 3/5 du Parlement. Or, à mon avis, ça va être très compliqué d'avoir les 3/5 du Parlement là-dessus, parce que même les LR, s'ils font pas leur boulot d'opposition, à mon avis, ils ne donneront jamais un troisième mandat à Macron aussi facilement. Oui, mais il n'y aura jamais, non. Pas. Les 3/5 entre NUPES et le Rassemblement National, ça doit faire déjà plus de 3/5, ça, non? Bah, en tout cas, à l'Assemblée, ça fait plus de la moitié. Enfin, si on additionne NUPES, LR et RN, ça fait plus de la moitié à l'Assemblée. Ensuite, il faut rajouter le Sénat. Donc, le Sénat, c'est beaucoup de LR. Mais je pense que les sénateurs LR ne voudront jamais donner un troisième mandat à Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, autant prendre sa carte à Renaissance, quoi. À ce moment-là, c'est vraiment... Ils ont une carte, si j'ose dire, hypothétique, tout ça. Mais en fait, il ne le montre pas tellement. Il le montre comme moment important, quand il faut voter des lois qui feraient de la peine à Macron. Ouais. Mais sinon, si ça devient trop visible, ils seront obligés de dire non. Ouais, ils sautent le pas que quand il voit venir le chômage, quoi. Ou que quand on leur a fait comprendre qu'ils deviendraient ambassadeurs au pôle ou au Zimbabwe inférieur, ou j'en sais rien. Ouais. Bref, si on leur promet une belle carotte, mais là, on ne peut pas promettre des belles carottes à tout le monde, surtout si on n'a plus le pouvoir. Quoi. Ouais. Et quand même Poutine, pour s'autoriser un autre mandat, même lui a demandé quand même un référendum. Je veux dire, c'est-à-dire que bon, on peut tout à fait dire que la Russie n'est pas tout à fait une démocratie, mais je veux dire, derrière, quand on est en France et qu'on dit justement on veut modifier la Constitution pour autoriser un troisième mandat, comme ça, sans forcément se poser les questions de si c'est possible, si les gens le voudraient, etc. Je veux dire, là, on est dans une dérive qui est encore pire justement que ce que faisait Vladimir Poutine. Oui. Alors que justement, ils sont très critiques de ce régime, quoi. Moi, je trouve ça passionnant, tous ces gens qui sont critiques de régime et qui ont le même personnel politique depuis 70 ans, qui n'a pas changé et qui nous expliquent que c'est démocratique. Je trouve ça intéressant. Même. Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est vraiment le Roquefort qui dit au camembert tue plus, quoi. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, ou je sais plus quoi. Oui, c'est ça. Rien à voir, mais la Pologne s'ouvre à l'immigration extra-européenne. Bon, c'était déjà un peu le cas, mais là ça devrait être vraiment décuplé. Donc apparemment 400 000 immigrés sont attendus par an. Alors la Pologne contient quand même 38 millions d'habitants, c'est moins que nous, donc 400 000 ça se voit très très vite. Et la Pologne a aussi un taux de natalité de 1,38 enfants par femme depuis les années 2000. Il est assez stable aujourd'hui, mais il n'arrive pas à le relancer, ce taux de natalité. Donc forcément à terme... Il vient de recevoir plein d'Ukrainiens. Oui, ils ont évidemment, ça aide pour ces pays-là pour remplir un peu les quotas d'immigration. Ils prennent des Lituaniens, des Ukrainiens, et comme ça ils disent hop, c'est bon, j'ai fait le boulot. Mais apparemment, ça va plus suffire maintenant. Donc, je me pose la question tout simplement, et je connais la réponse, et je pense que nos éditeurs connaissent la réponse aussi. Est-ce que c'est possible de contrôler son immigration quand on est dans l'Union européenne ? Ben, je crois que la réponse qu'essayent de donner les Polonais, c'est de dire il y a toute une série de choses qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui ne sont pas prévues par les traités, donc je ne vois pas pourquoi vous nous imposerez, donc on va demander son avis au peuple polonais. Donc ils vont faire, je crois, un référendum sur est-ce qu'on doit suivre ce genre de loi de l'Europe. Ben, encore une fois, c'est les Polonais qui décideront, quoi. Ouais. Donc moi je vois pas, ça serait pas, dans le fond, ce que font les Polonais, c'est qu'ils font ce qu'on aurait dû faire depuis des années, faire un référendum sur l'immigration, quoi. Ouais. Surtout que le référendum, bon, s'il a valeur constitutionnelle, légalement, la Constitution est encore au-dessus des traités européens. Ça se discute parce qu'il y a toute une série d'Européens qui disent que, à Bruxelles bien entendu, qui disent que les règlements de Bruxelles sont supérieurs aux constitutions. Mais justement, ça c'est peut-être quelque chose que les peuples devraient trancher. Oui, mais justement, même les juges français, même s'ils sont assez européistes, ils considèrent encore que la Constitution française est au-dessus des traités. C'est le sommet de l'édifice, mais
Pour l'instant, ils sont en train de créer un deuxième sommet à côté, mais on n'a pas résolu les problèmes de contradiction entre les deux sommets. Ouais. Et c'est de là que viendra le problème. C'est pour ça que l'Angleterre est sortie, d'ailleurs. C'est parce que l'Europe prétendait que les décisions prises à Bruxelles par le Parlement britannique, par le Parlement européen, étaient supérieures aux décisions prises par le Parlement britannique. Ouais. Et les Anglais ont dit, si ça vous fait rien, il n'y a rien de supérieur au Parlement britannique, ça fait 5-6 siècles qu'on joue comme ça. Donc, c'est pas une série de corneaux à Bruxelles qui vont nous imposer. Donc, c'était en fait, les Anglais sont sortis beaucoup pour des raisons on veut être gouverné par des gens de chez nous, et on veut pas être gouverné par des gars dont on sait pas ce qu'ils pensent, ni pourquoi ils le font, ni n'importe quoi. Oui, bah c'est bien normal. Et d'ailleurs, justement, même les technocrates européens, je veux dire, ils seraient, à mon avis, beaucoup plus populaires s'ils savaient rester à leur place et qu'ils disaient, bon, la Constitution, quand même, c'est largement au-dessus. C'est-à-dire que s'il y avait une Europe des nations, mais ce qu'ils veulent, c'est détruire l'Europe des nations pour créer une Europe-nation. Alors, c'est justement là tout est le débat depuis Delors et Trichet et tous ces gars-là. On a voulu créer une Europe qui serait une nation, un État. Et on l'a vu encore, là, il y a quelques semaines avec Madame van der Leyen, là, qui a décidé de donner des subventions à l'Ukraine, 50 milliards. Je vois pas pourquoi, parce qu'elle n'est pas autorisée à le faire. Ensuite, de créer une espèce de département de politique industrielle pour avoir une politique industrielle européenne. Mais je veux dire, c'est pas dans ses attributions, ça n'a jamais été prévu par les traités. Et en fait, de créer aussi le début d'un mouvement, d'un ministère des Finances pour gérer la dette étatique qui avait été émise en commun. Donc, c'est-à-dire qu'ils continuent imperturbablement à monter les structures de leur État européen dont personne ne veut. Mais on leur dit on n'en veut pas, on leur envoie des cailloux, et ils continuent. C'est absolument extraordinaire. J'ai jamais vu des gens aussi obstinés qui avancent alors que tout le monde leur dit mais arrêtez. Mais non, ils continuent. Ils pensent que dans le fond, une fois que c'est passé, ils disent bon ben on va passer au suivant et donc c'est acquis, on reviendra jamais dessus. Et donc je sais pas, imaginez que la Pologne décide non, on n'accepte pas les immigrants étrangers et que l'Europe dise vous pouvez pas refuser et rester dans l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Bah justement, moi j'aimerais beaucoup voir parce que la Hongrie va faire pareil. Hein. Oui. Ah oui, Viktor Orban, je pense qu'il y tient particulièrement. Oui, donc bon, si vous allez avoir donc une Europe qui sera faite de gens qui vont vouloir partir, la Pologne, la Hongrie, peut-être la Tchéquie, j'en sais rien. Enfin tout l'ancien empire des Habsbourg. On va dire moi vos républicains, vos réfugiés là, vous le mettez bien où je pense quoi. C'est pas mon problème. Donc, on a devant nous des conflits de souveraineté gigantesques qui ne font que devenir de plus en plus lourds. Et pour l'instant, on prétend qu'on n'a pas à les traiter, qu'on va les traiter simplement par l'Europe, prenant des positions de plus en plus contre le droit commun, mais sans que personne ne l'attaque. Parce qu'on n'a pas d'endroit où attaquer l'Europe, juridiquement, puisque à ce moment-là, si les tribunaux européens vont nous dire c'est l'Europe qui a raison, ça va de ça, quoi. Ouais. Donc, on est en train d'aller vers une situation qui est à la fois juridiquement insoluble et politiquement extraordinairement dangereuse. Ouais. En plus, et je ne sais pas ce qui va se passer. C'est d'une débilité. Encore récemment, on avait justement les dirigeants européens de Schengen qui s'écharpaient pour justement essayer de modifier quelques règles sur ah non, les migrants, c'est toi qui dois les prendre, etc. Si c'est toi qui les a reçus. L'Italie qui dit oui, non mais moi je les reçois parce que je suis au sud, sauf que derrière, il faut bien que vous preniez votre part, etc. Et c'est-à-dire que tout le monde en fait essayer de défendre son bout de gras pour avoir le moins d'immigrés possible, au lieu de se dire juste collectivement, les gars, en fait, juste personne ne veut de centaines de milliers d'immigrés qui viennent du tiers-monde. Est-ce qu'on peut pas se mettre d'accord justement là-dessus et pour derrière, pour avoir un vrai... les empêcher de rentrer. Oui, pour les empêcher de rentrer. On a quand même normalement une police des frontières en Europe, mais qui surtout, fait pas du tout on a la marine italienne et la marine française sont tout à fait suffisantes pour ramener les bateaux dans les ports libyens ou tunisiens dont ils partent et puis couler le bateau, quoi, une fois qu'on a remis les gens à terre. Mais en réalité, c'est du trafic d'esclaves, c'est des espèces d'organisations ONG qui sont soi-disant des gens qui veulent le bien de l'humanité, mais en fait, qui sont à la recherche de fric.
qui font du trafic avec les trafiquants d'Afrique du Nord, de Libye, etc. On met des gens sur des bateaux ils sont à la pointe de couler, puis on appelle les bateaux italiens français pour venir les amener jusqu'au port le plus proche. Mais c'est du trafic d'esclaves, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que faisaient autrefois les barbaresques, ils n'ont pas changé. Ouais. Et d'ailleurs, justement, alors déjà ça, on en parlait la semaine dernière, et puis là, il y a quelques jours, justement, il y a une embarcation avec 400 migrants qui a coulé, donc ça veut dire 400 morts. Évidemment, c'est une tragédie, je suis pas content du tout. Sauf que derrière, en gros, les politiques de gauche nous disent, voilà, ça c'est la faute de la droite, de l'extrême droite, parce qu'ils veulent pas les avoir. Sauf que en fait, il y a juste ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a là-dessus, soit on légalise immédiatement tous les immigrés. À ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'immigrer clandestinement. Sauf que, en fait, si on commence à faire ça, on va avoir 3 millions d'immigrés par an. Je veux dire, ça va être compliqué. On va pas pouvoir les nourrir et on va commencer à quand même se fracasser les loger, la gueule. les éduquer, etc. On n'a pas les capacités. On n'a pas du tout les capacités. On va devenir le Nigeria en 10 ans. Sinon, c'est interdiction. Moi, c'est ce que je propose. Et à ce moment-là, c'est ce qu'avait tenté de faire avec un peu de succès quand même Matteo Salvini pendant 2 ans quand il était au ministère de l'Intérieur en Italie en 2018-2019, quelque chose comme ça, ou 2017-2018, où justement il avait réduit considérablement le nombre de clandestins qui arrivaient en Italie. Et il avait réduit considérablement le nombre de morts, justement, d'embarcations d'immigrés clandestins au large de l'Italie. Faut bien savoir que les clandestins connaissent assez bien, grâce aux ONG, les règles en matière d'immigration des différents pays européens. Donc ils savent exactement là où ils ont le plus de droits, là où ils ont le plus d'avantages et là où ils ont le plus de chances d'arriver et de rester dans le pays. Donc s'ils savent qu'il y a une interdiction et que c'est très difficile d'arriver dans un pays, ils vont pas le tenter. C'est justement par notre mélange de laxisme et en même temps d'interdiction, parce qu'il reste quand même des clandestins, que justement on crée ce genre de drame. Vous savez, je l'ai dit souvent ici, mais il y avait un économiste qui s'appelait Gary Becker, qui était de l'école de Chicago et qui a eu le prix Nobel d'économie d'ailleurs, qui a fait toute une série de recherches sur la criminalité. Et ils disent que toutes les expériences prouvent, c'est que si le crime paye, il a lieu. Ouais. C'est-à-dire que la seule façon de traiter le problème de la criminalité, c'est il faut que le crime ne paye pas. Et aujourd'hui, si vous voulez, qu'on le veuille ou non, un peu partout, le crime paye. Mais là, il est très bien payé même. Non, mais il n'y a pas de risque. Ouais. Oui, c'est comme le gars qui a attaqué cette fille et sa grand-mère là, à Bordeaux. Je crois qu'il avait été interpellé 40 fois, je sais pas quoi. Oui, une 50aine de fois, oui. Une 50aine de fois, donc on se dit qu'est-ce que le type qui a été interpellé 50 fois fait dans les rues, quoi. Ouais, mais évidemment, c'est un énorme problème, c'est aussi un énorme problème de justice, parce que les juges voient ce genre d'individu et lui disent, bon, il mérite bien une 50e chance, quoi. Voilà, et d'ailleurs, je vais en parler là pendant 2 minutes. Donc j'ai vu que le juge Tony Curtis était suspendu à titre provisoire des comparutions immédiates du tribunal de Paris. Alors moi je connaissais pas jusqu'à ce truc-là. Et en fait c'est intéressant parce que la cause de sa suspension à titre provisoire, c'est, je cite un article quand même de Libération, en cause une sévérité répressive sans commune mesure couplée à des incidents professionnels et déontologiques signalés à de nombreuses reprises par des avocats mais aussi des magistrats. Ce que ça veut dire, c'est que les avocats, évidemment, de leurs clients, donc qui veulent pas qu'ils aillent en prison et qui payent des amendes, ainsi que les magistrats qui sont quand même assez à gauche, hein. Je rappelle que le syndicat de la magistrature, très très à gauche, né en 68, c'est environ 30% de la magistrature. Donc eux se plaignent que leurs collègues magistrats étaient particulièrement sévères. Donc ça veut dire qu'on a un juge qui applique la loi et qui en fait met les gens en prison quand ils doivent aller en prison, et c'est ce juge-là qui est mis à pied, quoi, enfin qui est suspendu. C'est exactement comme ce brave Charles Pratt qui avait signalé les 73 milliards de fraude. Et à la place de mener une commission d'enquête pour savoir où étaient ces 73 milliards et comment les récupérer, le gouvernement a pris la décision de le virer, quoi. Ouais. Enfin, de le nommer, je sais pas où, au Pissotière à Évreux ou je sais plus quoi. Et donc, il a donné sa démission. Mais c'est tout à fait extraordinaire de voir que ceux qui, dans le fond, veulent défendre un état de droit,
sont les premiers qu'on lourde, quoi. Ouais, totalement. Mais ben voilà, c'est et toujours justement, pareil. en plus, c'est intéressant avec Charles Prats parce que quand même, il y a des rapports de la Cour des comptes qui tombent de temps en temps. Et qui montrent qu'il avait raison, quoi, en fait. Qui montrent domino par domino, à chaque fois, c'est là-dessus, il avait raison. Là-dessus, il avait raison. Là-dessus, bon, il avait dit 30 milliards, en vrai, c'est 25 milliards. Voilà, parfois, c'est un peu revu à la baisse, mais enfin, quand même, sur l'essentiel, il a jamais été. Les rapports montrent qu'il a raison quand même sur l'essentiel de ce qu'il raconte. Il a été puni. Ouais. J'avais une chanson qui disait « Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté ». C'était quand j'étais jeune, ça. Ouais, là, c'est un peu ça, quoi. Donc, dès qu'on a un juge qui applique la loi, directement suspendu. Donc, forcément, ça, c'est aussi pour ce genre de truc que, justement, derrière, on a un gars qui attaque une grand-mère et sa petite-fille à Bordeaux, qui avait été, justement, mis en cause 50 fois. Je comprends même pas comment, d'ailleurs, mais je vais dire, comment des magistrats peuvent être syndiqués. Je ne comprends pas. C'est vrai que c'est curieux. L'armée, on ne peut pas être syndiqué. Ouais. Et il me semble qu'il y a une autre profession qui ne devrait pas être syndiquée, qui est chargée d'appliquer la loi et non pas leurs préférences personnelles. C'est les magistrats. Pour moi, les magistrats, c'est quelque chose qui est supposé dire le droit et pas interférer. Donc ça veut dire qu'il y a une façon différente de dire le droit si on est du syndicat de la magistrature ou je ne sais pas de quel autre. Mais normalement, ce que demande les citoyens, c'est l'égalité de tous devant la loi. Oui, c'est un principe. Donc, si vous passez, comme disait Coluche, si vous êtes attaqué en justice, connaître le droit, c'est beaucoup moins important que de connaître le juge. Il a complètement raison. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Donc si vous êtes un avocat habile, vous allez vous débrouiller pour que tous vos gars passent, pour les cas les plus fracassants, devant un avocat d'un type du syndicat de la magistrature, devant lesquels vous prêterez le fait que c'est pas de leur faute, c'est de la société et tout. Et ils seront, alors que les autres qui sont pas au courant, ils seront massacrés par le juge. Mais c'est complètement. C'est destructeur de la toute société, ça. Oui, bien sûr. Et mais il me semble que les magistrats n'ont pas le droit d'être syndiqués, point barre. S'ils veulent syndiquer, ils ont qu'à aller ailleurs, faire autre chose. Hein. Dans la SNCF, allez-y. Ils affirment une manière militante de rendre la justice. En fait, il faudrait juste avoir une manière légaliste de rendre la justice. Selon Montesquieu, le juge, c'est la bouche de la loi, c'est pas la bouche de l'idéologie trotskiste ou je sais pas quoi d'autre, quoi. Non, mais c'est très curieux, ça qu'on ait accepté juridiquement que les syndicats puissent être, que les juges puissent être syndiqués. Même dans la population, un juge, c'était un notable local, on le respectait, parce que là, on ne respecte plus rien du tout. Et d'ailleurs, la magistrature est extrêmement impopulaire en France. Hein. C'est parmi les professions les plus impopulaires avec les journalistes et les politiciens. Et comme par hasard, ils pensent tous la même chose quand même. C'est ça, c'est quand même assez édifiant. Nous allons terminer cette émission là-dessus. Oui, parce que... Oui, non, mais ça me paraît... Non, mais tout ça, si vous voulez, ça veut dire que j'ai fait ce matin une réunion avec Emmanuel et on a présenté notre document de 27 ou 28 pages là, sur comment réussir cette désindustrialisation. Et vous vous rendez compte que les gens qui sont au pouvoir, c'est pour ça qu'il me fait penser, c'est ce que vous avez dit, ils pensent tous de la même façon, et c'est-à-dire qu'ils pensent que dans le fond, la société est séparée entre d'un côté les victimes et de l'autre côté les oppresseurs, et qu'il faut qu'ils soient toujours du côté des victimes, et la victime est déterminée par l'endroit d'où elle vient, la couleur de sa peau, la classe sociale, ou j'en sais rien. Et donc on a perdu complètement de vue la responsabilité individuelle. Et donc, si vous êtes blanc, un vieux blanc un peu fatigué comme moi, là, vous êtes automatiquement coupable. Si j'ai un conflit avec quelqu'un d'autre. Et c'est extraordinaire parce que c'est la négation même du droit. Puisque le droit, c'est la responsabilité individuelle. Normalement, je suis coupable si j'ai fait quelque chose de répréhensible. Je suis pas coupable parce que je suis né blanc et que j'ai eu du pot dans la vie et que j'ai plutôt bien réussi. Donc je veux dire, c'est une façon de voir le monde qui est fondamentalement dislocante. On peut pas se mettre d'accord dans une société... Donc si je suis blanc, je perdrai toujours devant les tribunaux.
Donc ça veut dire que les autres peuvent me taper dessus, je peux rien dire. En tout cas, vous avez plus de chances de perdre, ça c'est sûr. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, les autres ont une espèce de licence à m'attaquer, puisqu'ils n'ont aucun risque à m'attaquer, puisque si je passe devant le juge, le fait qu'ils soient différents de moi fait qu'ils seront innocentés, non pas en raison de ce qu'ils ont fait ou pas fait, mais en raison de ce qu'ils sont physiquement. C'est une idée complètement folle. Oui, c'est une idée complètement folle. Mais complètement antinomique avec tout droit. Mais d'ailleurs... c'est une idée de tribu. Ouais. Mais justement, ça me fait penser à ça. Parfois, vous savez, on a des règlements de compte entre communautés. Donc parfois, on a des Marocains contre des Tchétchènes, des trucs comme ça. Et justement, je me dis, mais c'est marrant, dans ces conflits de communautés, il n'y a jamais de Français. Non. Il y a des Syriens, il y a des Afghans, il y a des Algériens, il y a des Tchétchènes, il y a je sais pas quoi d'autre. Parce qu'ils savent fonctionner en tribune, nous on sait pas. Voilà. Et je me dis, mais on sait pertinemment que si on avait, par exemple, je sais pas, et on a un jeune ado qui se fait agresser par une communauté, et derrière, si on avait 25 Gaulois qui allaient régler derrière justement, qui allaient se venger, on sait très bien que dans les tribunaux, ils y passeraient tous. Et ils ont beaucoup moins de chances d'y passer s'ils sont dans une autre communauté, parce que justement la police essaye de pas intervenir ou qu'on essaye de pas faire de vagues, etc. On sait très bien qu'on peut être plus dur avec certains qu'avec d'autres, quoi. Nous, on est censé respecter la loi, et eux, non. C'est bizarre. Oui, bien, c'est sûr. Oui, la justice est vraiment plus dure hein. avec les faibles qu'avec les forts, finalement. Je remercie chacun pour son attention. Je rappelle, comme d'hab, on est dispo, ces émissions sont dispo en podcast sur Spotify et sur Deezer. Il y a 2 semaines, on avait dit que c'était surtout pour faire le ménage, etc. Vous avez dit qu'il y avait pas beaucoup de femmes qui écoutaient. Et après, dans les commentaires, alors là, on avait que des gonzesses qui disaient on est là. On écoute là, aussi. D'un coup, 95% des commentaires, c'était que des femmes. Donc oui. Moi, je pensais qu'il y avait surtout des hommes qui nous écoutaient. Erreur totale. Non, mais c'est vrai, il y a surtout des hommes, mais il y a quand même beaucoup de femmes. Forcément, si beaucoup de gens nous écoutent, forcément, statistiquement, même si c'est 10% ou 20% de femmes, ça fait quand même pas mal. On pense à vous, au moment de faire le ménage ou d'aller au boulot, ce genre de trucs. Je vous remercie donc encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.